Alors bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est un peu particulière et je vais expliquer tout simplement un petit peu en introduction pourquoi est-ce que j'y ai pensé à ce thème. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'attaque à 51%, c'est-à-dire le fait que une personne donnée puisse obtenir plus de 50% du réseau d'une blockchain donnée. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'attaque à 51%. Et en réalisant cela, la personne ou l'entité a la possibilité du coup de pouvoir réaliser un certain nombre de décisions puisqu'elle entre guillemets contrôle la blockchain et donc un certain nombre de youtubeurs en ont très bien parlé, mais ont notamment la possibilité de pouvoir émettre à plusieurs reprises un même paiement ou une même transaction. Et du coup, nécessairement, ce qui se crée derrière, c'est que si, par exemple, on vient à échanger un token à plusieurs reprises dans le même bloc, avant que ce bloc soit validé, eh bien, ce qu'il se passe, c'est qu'en fait, au lieu de n'utiliser qu'un seul token, ce token a été utilisé un certain nombre de fois. Et donc en fait le premier token va être utilisé tandis que tous les autres vont être générés entre guillemets gratuitement, donc on va créer de la valeur et donc nécessairement là derrière se trouve tout simplement le problème de l'attaque à 51% qui peut derrière entraîner, comme c'est déjà arrivé sur l'Ethereum classique ou autre, des forks, des blockchains qui viennent à totalement se crasher, etc. etc. Alors pourquoi est-ce que je suis venu à me poser cette question? Est-il possible qu'une attaque à 51% puisse arriver après The Merge? En fait, pour une raison qui est très simple, c'est que The Merge, donc le fait que l'Ethereum passe de Proof of Work en Proof of Stake, est quelque chose de particulièrement incertain pour les mineurs. C'est-à-dire que on ne sait pas concrètement comment va évoluer le marché au premier, au deuxième, peut-être même sur la première semaine, au premier mois après cette date butoir qui n'a pour l'instant pas encore été annoncée, mais qui vraisemblablement se déroulera après juillet, voire même peut-être en décembre prochain. On ne sait pas encore, on attend des nouvelles de la part de l'équipe de développement d'Ethereum. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire. Alors il est tout à fait possible que, comme l'ensemble de la puissance de réseau de Ethereum, puisque l'Ethereum ne sera plus minable, va se retrouver à devoir aller sur les différentes autres blockchains, eh bien il est tout à fait possible qu'en fait on se retrouve avec un grand nombre de personnes qui décident de partir directement sur l'Ethereum classique, qui est ici sur ma ligne numéro 23, Ethereum classique, qui initialement est en fait l'Ethereum de base, avant le fork d'il y a quelques années, et donc nécessairement on va se retrouver avec un Ethereum classique où il va y avoir une puissance de minage qui va devenir phénoménale, puisqu'il n'y en aura plus sur Ethereum, mais énormément qui partira sur l'Ethereum classique, donc une difficulté de minage qui sera plus importante. Par conséquent, il sera plus compliqué de pouvoir gagner de l'Ethereum classique en minant. Il est possible qu'il y ait une évolution du prix, mais encore ça, c'en est pas certain, etc., etc., etc. Alors, il est tout à fait possible que tous les mineurs décident de partir sur l'Ethereum classique et que le reste des blockchains, du coup, la situation reste inchangée. Mais néanmoins, cela paraît quand même assez étonnant. Pourquoi? Parce que si on se retrouve avec une puissance extrêmement conséquente qui part sur l'ETC, et bien du coup, derrière, nécessairement, il va y avoir une diminution du cours du token s'il n'y a pas des choses qui sont mises en place ou il n'y a pas tout simplement un regain pour ce token, pour ce projet, pour cette blockchain. Des choses qui sont mises en place, des applications de DeFi, etc., qui sont mises en place là-dessus, etc., etc. Alors, il est très vraisemblablement possible, puisque pour un mineur, l'objectif est aussi de gagner un certain nombre du coup d'argent, mais il est tout à fait possible qu'il y ait une question de profitabilité qui rentre là derrière. Et donc, la question ce sera, eh bien, l'Ethereum, est-ce que c'est aussi rentable que si je décide d'aller miner une autre crypto-monnaie, comme le Ravencoin, le Flux, le Coinflux, l'Ergo, etc., etc., qui, elle, n'a pas eu autant de puissance de minage, qui a basculé de l'Ethereum vers cette blockchain-là. Alors, concrètement, que va-t-il en être après The Merge? Il est certain que les 979 terahash de données
c'est-à-dire les 979 millions de kilos H, pardon, milliards de kilos H qui sont actuellement sur l'algorithme étage ou du coup sur la blockchain Ethereum, viennent à se répartir sur toutes les autres blockchains. Peut-être qu'il y aura un fort pourcentage sur l'Ethereum classique, peut-être qu'il y en aura un certain pourcentage sur le Ravencoin, etc. Mais en tout cas, c'est certain que ça va totalement s'éparpiller. Et la question est là derrière, si ça s'éparpille, le problème c'est qu'on aura une période d'incertitude où on ne saura pas quelle sera la profitabilité le mardi, et peut-être que le mercredi, comme les choses seront incertaines, viendront à bouger comme c'est pas le cas actuellement, puisque concrètement, actuellement, quasiment tout le monde mine de l'Ethereum, puisque c'est ce qui est le plus rentable quand on regarde sur What2Mine pour une bonne majorité des cartes, à l'exception des cartes anciennes ou des cartes qui n'ont pas plus de 4 Go de mémoire, etc., etc. Enfin bref, passons les petits détails. Et bien concrètement, chaque jour, peut-être même toutes les 2-3 heures, il va falloir changer d'algorithme pour pouvoir rester rentable, rester profitable. Et donc à partir de ce moment-là, en fait ce travail de changer d'algorithme fait quelque chose qui va demander un temps extrêmement conséquent, et de très nombreuses personnes sont en train de se poser la question, mais concrètement, si je viens à devoir toutes les 2 heures changer mon algorithme de minage, en fait ce qui se passe c'est que derrière, ça va me prendre un temps monstrueux. Et donc du coup en fait de plus en plus le raisonnement suivant est en train d'apparaître, c'est en fait après The Merge, comme tout est incertain, je vais aller sur NiceHash. Alors NiceHash c'est quoi? Bon, je le rappelle, NiceHash c'est un service qui est proposé par une entreprise. En fait cette entreprise va permettre de va utiliser la puissance de votre hash, donc en fait vos graphiques, vos ASICs ou autres, va vous l'acheter. Donc en l'achetant, en fait, elle va vous reverser une certaine quantité de Bitcoin, et elle va allouer cette puissance à la réalisation de certaines tâches sur une blockchain donnée pour la personne qui a payé directement NiceHash. Donc en fait, c'est tout simplement un moyen pour une personne d'acheter de la puissance de calcul, et vous, en tant que mineur, on vous reverse une petite commission par le biais de la société NiceHash. Alors concrètement, on ne va pas parler de l'avis de ce qu'il y a derrière. Pour certaines cartes, ça peut être intéressant. Par exemple, sur ma 1070, il se trouve qu'elle tourne sur NiceHash, puisque du coup, par rapport aux données et aux calculs que j'ai pu faire, il se trouve que c'était plus profitable, à mon sens, de pouvoir être payé en Bitcoin que par exemple de miner du Flux ou bien de miner d'autres cryptos. En tout cas, c'est le choix que j'ai réalisé. Et donc en fait ce qu'il se passe, c'est que de nombreuses personnes vont vraisemblablement se dire tiens, je vais faire tourner mes cartes sur NiceHash, je vais être payé en Bitcoin, je vais être moins payé que si je minais directement des cryptos peut-être à gauche à droite, mais j'aurais pas ce problème de devoir changer régulièrement, puisque l'algorithme de NiceHash le fait lui-même. Alors, de là, je me suis dit, mais si, il y a une énorme puissance de calcul qui arrive sur NiceHash, et donc du coup sur différentes blockchains, puisque NiceHash s'occupe de ça, en fait. Quand on va sur le site, on peut choisir directement tiens, sur NiceHash, j'ai envie d'acheter, achat puissance de calcul, marché en direct, on choisit sa blockchain, on peut aller sur du Bitcoin, de l'Ether, du Litecoin, et puis tout ce que vous voulez, et dire, sur cet algorithme-là donné, par exemple, sur de l'EquiHash, je veux acheter telle quantité, etc., etc. Alors évidemment, il n'est pas possible de pouvoir acheter une quantité infinie de Sol, de Gigasol, de Terasol, ou bien même de Gigahash, de Terahash, etc. C'est nécessairement limité à la quantité disponible et proposée par les gens actuellement. Alors, comme cette quantité va vraisemblablement monter après The Merge, il y aura donc encore plus de puissance de calcul disponible et achetable par n'importe qui sur NiceHash. Et donc je me pose la question, mais n'est-il pas possible qu'une attaque à 51% arrive sur une ou plusieurs blockchains après The Merge, justement parce qu'il va être possible d'acheter encore plus de quantité de hash sur ces différentes blockchains. Alors du coup, je suis parti des blockchains les plus connus, donc du coup l'Ethereum, et puis il y a les futurs probablement, Ravencoin, Flux, Conflux, Ergo, Eternity, Chainlink. J'en ai pris un certain nombre qui sont aussi sur l'algorithme Ethash, donc qui lui sera encore utilisé sur d'autres blockchains, mais je rappelle que l'algorithme Ethash, du coup on ne pourra plus miner sur la blockchain Ethereum. Et puis ensuite j'ai pris les autres Ethereum classiques, Firo, Beam, Equilibria, Cortex. Donc du coup ces 5-là plus ces 6-là sont ceux qui vraisemblablement semblent les plus pertinents à l'heure actuelle.
Alors pour chacune de ces blockchains, je suis allé regarder quelle était à la date de hier, donc du 22 avril. Je suis allé regarder sur différents sites sur internet, ça se trouve très facilement, notamment sur 2Miners pour certaines de ces monnaies, etc. Quelle était la quantité de hash, ou bien quand c'est en rouge, de sol ou de GPS, enfin de PS. Quelle était la quantité de hash rate sur chacune de ces blockchains au total, pas juste sur l'IceHash, au total. Je l'ai donc transformé en kilo sol ou bien en kilo H pour les calculs, pour les simplifier. Et le problème, c'est qu'on sait, 1 kilo H sur l'algorithme ETH ne correspond pas à 1 kilo H sur l'algorithme, par exemple, Copo, donc l'algorithme du Ravencoin. Et donc, par conséquent, il faut pouvoir avoir un espèce de coefficient qui permet de passer du hash rate d'une blockchain à une autre. Et pour ça, j'ai tout simplement décidé de prendre une 3080, qui est une carte qui mine bien sur énormément d'algorithmes, qui n'est pas hyper efficiente par rapport à d'autres sur l'algorithme ETH, c'est effectivement le cas. Mais donc du coup, comme c'est uniquement celle que j'ai plusieurs 3080 qui tournent actuellement, eh bien j'ai décidé de prendre les différents hash d'une 3080 en hash, en sol et aussi en PS. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, de calculer, bien un calcul très bête, concrètement, quel est le nombre de 3080 qui sont actuellement, à la date d'hier, en train de tourner sur chacune de ces blockchains. Alors, on observe qu'il y a nécessairement des blockchains sur lesquelles, comme le DubaiCoin, l'Eleism et l'Ether Social, très peu de 3080 qui tournent, puisque c'est des blockchains qui sont très peu utilisées. En parallèle, on observe que sur l'Ethereum, à l'heure actuelle, il y a plus de 10 millions de cartes graphiques, donc de 3080 qui minent. Ça veut dire que la quantité de cartes graphiques qui minent de l'Ethereum est bien plus grand. Pourquoi? Parce que la 3080, si elle est non LHR, son hash rate est d'à peu près 100 MHz seconde. Là, j'ai pris d'ailleurs 91,5. J'ai fait à peu près des moyennes en fonction de certaines choses, sans trop pousser les OC. Effectivement, on peut peut-être aller un petit peu plus loin, mais concrètement, une 1660 Super qui mine très bien sur l'algorithme ETH, donc du coup sur l'Ethereum, sur la blockchain Ethereum, et ben du coup son hash rate est presque 2 voire 3 fois inférieur à celui d'une 3080. Donc il y a, on va dire, peut-être 2,5 fois plus de cartes qui minent actuellement, c'est-à-dire une vingtaine voire trentaine de millions de cartes qui minent actuellement de différentes crypto-monnaies, enfin qui minent sur du coup la blockchain Ethereum. Alors de ça, j'ai décidé de calculer 2 pourcentages. Le premier pourcentage, c'est concrètement quel est en prenant toutes les cartes graphiques qui sont ici. Hop, donc ça nous fait plus de 11 millions de cartes graphiques qui minent sur juste les blockchains que j'ai choisies. Évidemment, il y a d'autres blockchains, mais je les ai pas prises en compte puisque voilà, c'est infinitésimal, on va dire. J'ai décidé de calculer le pourcentage de 3080 qui minait directement sur les blockchains en question. On observe donc que du coup, l'Ethereum a 95% des cartes graphiques dans notre tableur ici qui mine là-dessus. On a en parallèle 3% sur le TCR et puis derrière on a voilà, c'est très faible, mais on a 0,7% sur du Ravencoin, sur de l'Ergo, et puis après on a le Flux, le Conflux qui sortent la tête un petit peu du lot. Toutes les autres, c'est très peu. Pourquoi? Parce que l'Ethereum explose vu la quantité de hash rate et du coup vu sa profitabilité à l'heure actuelle. Et puis j'ai décidé de me dire, bah voilà, après The Merge, eh bien il n'y aura plus l'Ethereum possible, ce sera en Proof of Share. Et donc par conséquent, j'ai décidé de calculer, là, à l'heure actuelle, quel est le pourcentage parmi toutes les cartes qui ne minent pas de l'Ethereum, donc parmi toutes les autres qui sont là, c'est-à-dire les 522 600 autres, quel est le pourcentage de répartition. Et donc du coup, dans la suite de ce que je vais faire, je vais considérer qu'en fait, cette répartition, eh bien du coup, ce sera une répartition qui sera celle post-merge. Alors il est certain que ce sera quelque chose de différent. Actuellement, dans les cartes graphiques qui ne minent pas de l'Ethereum, dans notre tableur, nous avons 15% sur du Ravencoin, 15% sur de l'Ergo, 59% sur de l'ETC, et puis après on en a quelques autres qui sortent un petit peu du lot, du genre Flux, Conflux, et le reste, c'est très peu. Et donc du coup, je vais considérer qu'après The Merge, certes, il y aura déjà du coup les 15% qui minent du Ravencoin, mais qu'il y aura 15% des personnes qui partiront du coup de l'Ethereum et qui, elles aussi, décideront du coup de désormais miner du Ravencoin. En prenant cet aspect proportionnel, eh bien derrière, ça nous permet de faire des calculs et de pouvoir tout simplement avoir une représentation assez sensée de ce qu'il se passera après. Alors du coup, nécessairement, en prenant les 10 millions de cartes graphiques
qui mine actuellement, donc de 3080 qui mine actuellement de l'Ethereum, eh bien ce que j'ai décidé de faire, c'est quoi? C'est de calculer combien de cartes, combien fait 15% de ces 10 millions de cartes graphiques qui vont partir sur les autres blockchains. Et donc en calculant 15% de 10 700 000, eh bien ça nous donne le nombre de cartes graphiques qui vont s'ajouter aux 81 000 cartes graphiques actuellement sur le réseau Ravencoin. Je mets juste un petit warning. Pourquoi? On le sait, il y a un pourcentage non négligeable du hash rate de la blockchain Ethereum qui n'est pas du minage en carte graphique, mais qui est du minage d'ASICS. On considère, et là j'ai considéré dans mon tableur, qu'il y avait 30% du hash rate total d'ASICS sur la blockchain Ethereum. Les ASICS ne pourront pas passer sur d'autres algorithmes, à l'exception de l'algorithme ETH, voire même de ETCH. Mais donc du coup, les ASICS ne peuvent pas partir sur du Capo, par exemple. Et donc, par conséquent, j'ai décidé du coup de considérer qu'il n'y avait que les 70% du hash rate actuel de la blockchain Ethereum qui va réellement venir exploser le hash rate des autres blockchains. Et donc, par conséquent, le calcul qui est ici n'est pas exactement 15% de 10 millions, mais c'est 15% de 10 millions, dont j'ai pris 70%. Ce qui nous donne plus de 1 million de nouvelles 3080 qui vont s'ajouter aux 81 000 actuels. Et donc du coup, en calculant 2-3 petits trucs, et bien du coup, ça nous permet tout simplement d'obtenir le nouveau hash. Hop, je vais juste faire ça pour qu'on puisse voir beaucoup plus facilement. C'était où déjà? Pour qu'on puisse voir directement et beaucoup plus facilement la première colonne sans qu'elle ait à partir à chaque fois. C'est où déjà? Hop, ça doit être dans données. Figer les volets. Figer les volets. Très bien. Donc, nous en étions... Ah oui, j'ai fait... Ok, bon, très bien. Soit. Donc, ça, on en a parlé. Et donc, du coup, on a actuellement, ici, sur cette colonne, le nouveau hash rate dans chacune de ces nouvelles blockchains. Alors, pourquoi il est important, cette donnée, donc en kilosol, en kilo hash, etc. Eh bien, parce que du coup, pour réaliser une attaque à 51%, il va donc falloir réaliser 51, à obtenir pendant plusieurs minutes, normalement on peut dire plusieurs heures, plusieurs dizaines de minutes, il va falloir obtenir au minimum plus de 50%, donc on va dire 51% du hash rate de ces différentes blockchains. Donc, sur la colonne qui est ici, en kilosol, kilohash, etc., j'ai calculé 51% du nouveau hash rate sur ces différentes blockchains. Alors, c'est très bien. C'est très bien, mais pour pouvoir dire si concrètement c'est quelque chose de possible ou pas, parce que là concrètement, obtenir 25 milliards de kilo hash sur la blockchain Ravencoin, ça veut dire quoi? C'est possible, c'est pas possible? Bon, actuellement on a un hash rate total sur la blockchain Ravencoin qui est à 3 terahash, 25 milliards de kilo hash, ça nous fait 25 terahash. Bon, c'est 8 fois plus, et concrètement, c'est possible, c'est pas possible? Voyons voir. Alors, j'ai décidé de prendre, au moment où j'ai récolté toutes mes données, d'aller sur NiceHash, et dans les différentes données qui sont ici, j'ai décidé d'aller chercher, pour l'algorithme Capo par exemple, quel était le hash rate actuel disponible sur NiceHash. Donc, par exemple, actuellement, on peut acheter presque 0,9 terahash par seconde sur cet algo. Et donc, du coup, concrètement, pour pouvoir obtenir 1 terahash par jour, il faut payer 1,5 Bitcoin. C'est très important, très imposant. Donc du coup, j'ai répertorié ces différentes données qui dataient du coup d'hier à 13h, comme je l'ai écrit ici. D'ailleurs, toutes mes sources sont présentes en bas, si vous voulez aller faire vos nouveaux tests, modifier, etc. Et du coup, nécessairement, je me suis dit, tiens, comme ces données, c'est soit par terahash, par mégasol ou par kGPS, hop, et cela par jour, eh bien j'ai décidé de me dire, tiens, le petit malin qui va vouloir acheter une certaine quantité sur NiceHash pour pouvoir réaliser une attaque à 51%, il va falloir qu'il dépense qu'il dépense une certaine quantité d'argent. Donc j'ai pris le prix du Bitcoin en euros au moment où j'ai tourné cette vidéo, et donc du coup en faisant un petit calcul, ça m'a permis d'obtenir sur ces différentes blockchains, à l'exception de l'Ethereum classique et du Firo, puisque du coup visiblement sur ces deux algos là, on ne peut pas acheter du hash rate sur NiceHash, et donc du coup j'ai calculé le prix pour
un jour pour 1 kilo H, 1 kilo Sol ou 1 kps. Donc du coup, ce qu'on observe, c'est que pour 1 kilo, et bien du coup, c'est très important sur Eternity et sur le Flux. Pareil sur les blockchains qui sont ici, le BEAM et le Cortex, et très peu cher sur le Ravencoin, sur le Conflux, sur l'Ergo, etc. En fait, cette colonne-là n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit dès le départ, le hash rate d'une 3080 ou d'une carte en général n'est vraiment pas le même sur une blockchain comme le Flux, Eternity, Gemlink que sur l'Ethereum. On voit que sur du Flux, c'est 79 kg Sol, alors que sur du Ethereum, c'est 91 500 000 kilo H. Donc concrètement, cette colonne-là n'a pas de sens, c'est juste une colonne qui va nous permettre de conclure sur la colonne qui est juste à côté. Et donc du coup, la question est quel est le prix nécessaire pour réaliser une attaque à 51%, et cela pour 1 heure. On va considérer que le hacker ou bien l'entité de hack a besoin d'1 heure pour réaliser cette attaque. Et bien du coup, elle va devoir par conséquent acheter 25 milliards de kilos, si on est sur du Ravencoin, de 25 milliards de kilos H, au prix qui est pour 1 kilo H pour un jour celui-ci. Donc on multiplie les deux, et puis si on le veut pour 1 heure et pas pour un jour, on divise par 24. C'est le calcul que j'ai fait ici, et donc du coup on obtient pour la blockchain Ravencoin, eh bien tout simplement, si on souhaite réaliser une attaque post-merge en suivant la répartition proportionnelle des mineurs comme je l'ai indiqué précédemment, eh bien on obtient 59 000 € pour 1 heure pour réaliser une attaque à 51%. On observe que sur ces différentes blockchains, à l'exception, et c'est dommage, mais sur les termes classiques et sur le FIRO, on ne peut pas avoir ces données-là. On observe que concrètement, sur les blockchains telles que le Ravencoin, telles que l'Ergo, eh bien, ces deux blockchains sont très sécurisées. Enfin, en tout cas, sont sécurisées. Pourquoi? Parce que du coup, le prix est important. On observe que sur des blockchains comme tels que le Flux, tels que le Conflux, et puis on pourrait même prendre, le BEAM, et bien du coup, c'est des blockchains qui sont moins sécurisées. Et puis on a des blockchains pour lesquelles, concrètement, ça paye pas de mine. Toutes les blockchains qui sont ici sur l'algorithme Etash, à l'exception du Callisto, c'est très peu cher. Pareil pour l'équilibre IA. Ok, mais la question qui doit se poser là derrière, quand même, c'est bon. Il faut cette quantité-là, enfin, il faut payer ce prix-là pour 1 heure pour pouvoir réaliser une attaque à 51%. Mais concrètement, donc si on veut pour 2 heures, on multiplie par 2. Mais concrètement, est-ce que c'est possible? Est-ce que là, à l'heure actuelle, est possible? Alors juste avant d'arriver à la question que je viens de soulever, je trouve qu'il est pertinent de comparer. Donc j'ai fait des calculs tout à fait similaires, sauf que dans les calculs de la colonne S, ici, le prix pour une attaque à 51% pour 1 heure après The Merge, j'ai pris du coup le futur nouveau hash rate. Confère ce que j'ai calculé, hop, ici. Nouveau hash rate du réseau après l'ajout des nouvelles 3080 qui sont parties de Ethereum, donc des 70% d'Ethereum, pour se balancer sur les autres réseaux. Et donc du coup, j'ai décidé en fait de calculer actuellement, donc avant The Merge, pour une attaque à 51% pour 1 heure, quel est le prix. Donc en fait, j'ai pas pris le hash rate que j'ai calculé, j'ai pris tout simplement le hash rate qu'il y a actuellement sur chacune de ces blockchains. Donc actuellement, pour réaliser une attaque à 51% sur la blockchain Ravencoin ou sur de l'Ergo, eh bien il faut payer 3000 balles pour 1 heure. C'est relativement peu cher. Et donc du coup, d'un côté, ça montre le fait que ces blockchains sont des blockchains qui sont safe par rapport, par exemple, à ces 3 blockchains-là, qui sont le Dubai Coin, l'Eleism et l'Ether Social. Et en même temps, 3000 balles pour 1 heure, pour potentiellement derrière pouvoir totalement, faire une razzia au niveau d'un certain nombre de tokens, d'exploits, etc. Et bien du coup, c'est relativement peu cher. D'où l'importance de sécuriser le réseau. Et on voit que là, du coup, il y a une corrélation très forte entre la sécurité du réseau et également, du coup, la quantité de hash sur chacune de ces blockchains. Donc concrètement, sur le hash rate sécurise la blockchain. Bon, c'est intéressant de comparer. Maintenant, il n'y a rien de spécial qui en sort, si ce n'est qu'actuellement, à l'exception de l'Ethereum et de l'Ethereum classique, donc pour lequel malheureusement je n'ai pas de valeur, concrètement, toutes les autres blockchains sont facilement hackables. En tout cas, sur une attaque à 51%. Mais, et c'est là où c'est intéressant, qu'en est-il au niveau de la disponibilité? C'est-à-dire, est-ce que, là maintenant tout de suite, si je suis un débile,
Pourquoi je dis débile? Bah parce que si on va hacker une blockchain en faisant une attaque à 51%, c'est bien gentil de pouvoir choper et de se faire plein de Ravencoin, mais si derrière le cours du Ravencoin diminue en trombe, la blockchain vient exploser, à imploser plutôt, et bien derrière, les Ravencoin que j'ai volés, et bien du coup, je ne vais pas pouvoir en sortir grand chose. Donc voilà. Euh, au niveau de la disponibilité, alors du coup, j'ai regardé concrètement au moment où j'avais réalisé ce GDoc, quelle était la disponibilité pour chacune de ces blockchains, la quantité tout simplement qu'on peut acheter sur NiceHash. Pour ce faire, du coup, je suis directement allé sur la page de l'algorithme, donc nicehash.com/algorithme/ et puis j'ai mis le nom de l'algorithme, et donc on obtient par exemple qu'ici, c'est ce que je disais juste avant, il y a cette quantité-là pour le capot, avec cette quantité-là au prix, et donc du coup, le prix nous intéresse pas ici, mais la question est quelle est la quantité disponible. Alors du coup, j'ai pris également sa disponibilité que j'ai transformé en kilo H. Hop, je vais juste transformer ça, puisque c'est quoi des kilos H? C'est des kilos H, des kilos sol. Quand c'est en rouge, c'est que c'est des sols, donc des PS. Donc du coup, voilà. Et puis, j'ai calculé en fonction du hash rate actuel, j'ai bien dit actuel, j'ai calculé le pourcentage qu'on peut acheter sur NiceHash par rapport tout simplement au hash rate actuel qui est dans la colonne C ici. Et donc dans la colonne X, on obtient tout simplement les données qui sont ici. Autrement dit, actuellement, on peut acheter 18% du hash rate de Ravencoin sur NiceHash. On peut en acheter 67% sur du Conflux. C'est très important. C'est pas 100%. Si à partir du moment où on peut acheter si à partir du moment où on peut acheter 100%, ça veut dire qu'on peut acheter la même quantité que le hash actuel, et donc du coup qu'on peut réaliser, si on réalise plus que 100%, et bien dans ce cas-là, une attaque à 51%. Puisque du coup, on aura les 100% du hash rate actuel, on aura 100% qu'on peut acheter, et bien du coup, les deux mis ensemble, ça fait pas de 100%, ça fait 100%, mais donc du coup, il y aura la moitié du hash rate qui n'est pas le nôtre, et la moitié du hash rate qui est celui qu'on vient d'acheter. Et donc du coup, on a au moins la moitié. Continuons là-dessus. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'on observe? Toutes les blockchains qui sont ici, plus la blockchain de l'Equilibria, plus la blockchain du Cortex, sont des blockchains pour lesquelles on peut acheter plus de 100% du hash rate actuel sur NiceHash au moment où je mettais ces données. Autrement dit, on peut réaliser d'ores et déjà, une attaque à 51% sur ces blockchains. Alors, il y a un site qui existe là-dessus. Ce site, c'est crypto51.app. En fait, en fonction des blockchains, on a le hash rate actuellement, le prix pour une heure et le pourcentage qu'on peut obtenir sur NiceHash. Vous voyez que Ravencoin, on est à 17%. Et bien en fait, on est quand même bon les gars, puisque du coup, moi j'étais à 17,8. Alors du coup, il y a des petites différences avec ce site. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends le Ravencoin, c'était notre exemple, il prend 4 TH par seconde. Au moment où je l'ai fait, je l'ai tourné, on était à 3,21. Ce site ne se met pas à jour H24. Le prix, par exemple, pour le Bitcoin, il note 1,352, alors que concrètement, si on regarde, on est à plus. Donc il y a des petites divergences. Voilà. Il suffit juste de modifier les données, on obtient. De toute façon, le tableur, je le mettrai sur le Dropbox comme d'habitude. Et puis ensuite, on peut faire jouer avec. Donc concrètement, les blockchains sécurisées sont les blockchains qui sont celles-ci. On rajoutera nécessairement le Firo et l'Ethereum classique, mais pour lequel, malheureusement, on ne peut pas acheter sur NiceHash. Enfin, malheureusement. Et donc pour lesquels, en tout cas, j'ai la certitude que le Firo et l'ETC, on ne peut pas... Voilà, il n'y aurait pas eu de problème. Ok, qu'en est-il maintenant? Et bien du coup, on va pouvoir aller à la dernière chose que j'ai regardée. Je me suis dit, voilà, on sait qu'on peut acheter cette quantité-là sur NiceHash à l'heure actuelle. Mais concrètement, après The Merge, et donc du coup, c'est ici ma dernière colonne, après The Merge, qu'en sera-t-il? Alors, comment j'ai fait pour réaliser ce calcul? Eh bien, j'ai tout simplement pris... comment j'ai fait déjà? J'ai tout simplement pris le hash rate dès le départ, auquel je suis venu rajouter... Ouais, c'est ça. Je fais juste mon petit calcul pour vérifier. Slash. Comment j'avais fait? Donc j'ai pris mon W6. Donc j'ai pris le H. Oui, non, j'ai pris la disponibilité qu'il y avait déjà actuellement sur NiceHash, auquel je suis venu rajouter. Ah oui, c'est ça. Je suis parti du principe qu'il y avait, parmi tous les mineurs, 40% des cartes graphiques, donc 40% des mineurs, on va dire, qui vont décider de partir sur NiceHash.
Pourquoi ce nombre est si élevé? Parce qu'il y a des mineurs, je pense par exemple à GG Miners, qui est un pote de Chump Changes Day et d'autres miners américains, qui plusieurs dizaines, voire même centaines de cartes graphiques chez lui, dans son local, et qui lui a décidé de partir sur NiceHash parce que justement il a peur de comment ça va se passer. Et donc à partir de ce moment-là, il va y avoir certes des petits mineurs comme Jean-Kévin avec sa 1660 Super qu'il a eu dans son PC il y a 6 ans et qui va décider de partir sur NiceHash parce que l'Ethereum, ça existe, c'est plus minable. Et puis il y a les grosses fermes de minage, ou plutôt des gros mineurs, je vais plutôt les appeler comme ça, qui vont, elles, décider de partir sur NiceHash pendant quelques jours, quelques semaines. Donc du coup, j'ai considéré qu'il y en avait 40%. En modifiant, on peut du coup toucher un petit peu les données. Et donc, en partant de 40% de cette donnée-là, eh bien en fait, donc, comme je le disais, j'ai pris la disponibilité actuelle du réseau du Ravencoin, mais pareil sur les autres blockchains sur NiceHash, auquel j'ai ajouté 40%. De quoi? 40% des nouvelles 3080 qui vont arriver sur la blockchain Ravencoin. Et donc, du coup, eh bien, ce que ça nous fait, c'est qu'en faisant ce petit calcul, on obtient un 39%. Vraisemblablement, proportionnellement, il y aura 39% du réseau Ravencoin qui sera achetable sur NiceHash en suivant ces hypothèses. Alors, encore une fois, on peut modifier ces chiffres, on peut voir un petit peu ce qu'il en est. J'avoue que quand j'ai réalisé du coup ce GDoc, j'avais un peu peur. J'avais un peu les boules de me dire ah, putain, ça se trouve en fait le Flux ou d'autres blockchains vont en fait totalement exploser. Il va peut-être y avoir de l'insécurité au moment en fait justement de post-merge. Et en fait concrètement, quand on regarde la situation, on observe que ces blockchains, eh bien elles restent sécures. Alors il est possible qu'une grosse ferme de minage avec plusieurs milliers de GPU décide de passer sur NiceHash. Bon, ça m'étonnerait parce que les fermes de minage, on en a parlé dans une précédente vidéo, notamment, c'était ici. Est-ce que les fermes de minage ne manipuleraient pas le cours des crypto-monnaies? On s'était posé la question en regardant différentes fermes de minage, en voyant l'évolution du hash rate sur différentes cryptos ces derniers temps, etc. Concrètement, je pense qu'elles ont déjà planifié leur truc, elles savent déjà ce qu'elles vont faire. Donc, a fortiori, pas sur NiceHash. Puis de toute façon, c'est une moins-value pour elles. Mais donc du coup, visiblement, les différentes cryptos qui sont celles-ci sont des cryptos qui vont rester safe. Il n'y aura pas la possibilité, sauf explosion ou grosse ferme de minage qui décide de se mettre sur NiceHash. Et quand je parle d'une ferme de minage, je répète, c'est 1000, 2000, 3000 plus 5000 cartes graphiques. La possibilité d'acheter 100% du hash rate du Ravencoin sur NiceHash. Et donc, nécessairement, de pouvoir réaliser une attaque à 51%. Alors on pourrait faire joujou, si on considère qu'il n'y a pas 40%, mais 60%, les chiffres augmentent. On pourrait décider de faire un petit calcul, de voir à 80%, de voir si maintenant il y a 100%, donc tous les mineurs qui décident de partir là-dessus. Si tous les mineurs décident de partir là-dessus, en suivant la répartition que j'ai donnée, on a le réseau, on a tous ces réseaux qui sont à la limite de l'attaque à 51%. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on aurait sur NiceHash achetable le hash rate actuel, plus tout le hash rate des K6 x 6, plus tout le hash rate des nouvelles cartes graphiques qui s'ajoutent au réseau Ravencoin. Tout simplement. Mais ça, je le répète, c'est en considérant que c'est proportionnel. Alors 100% des personnes qui partent sur NiceHash, non, c'est pas possible. On va rester sur net 40%. Mais il y a juste un mais. C'est que si, dans nos calculs, et là peut-être que je vous ai perdu, mais c'est pas grave puisque l'important, je pense dans la conclusion, était de dire que visiblement sur une répartition proportionnelle, il semblerait que les blockchains, qui sont les blockchains les plus importantes, qui sont celles que je mets ici en couleur, eh bien sont des blockchains qui restent safe. Mais le problème, c'est que je suis parti du principe que la répartition se faisait de cette manière-ci. C'est-à-dire de la même manière que là, à l'heure actuelle. Puisqu'à l'heure actuelle,
dans les personnes qui ne minent pas de l'Ethereum, eh bien 15,5% des mineurs ne minant pas de l'Ethereum sont sur du Ravencoin. Et j'ai considéré que les gens allaient faire la même chose. Sauf que le problème, c'est que il est tout à fait possible que ce ne soit pas le cas. Imaginons. Je pense que d'ailleurs, en modifiant cette case-là, je pense que ça modifiera la case à la toute fin, on va voir. Partons du principe qu'il y a 40% des mineurs qui vont partir sur NiceHash. Très bien. Très bien. Mais imaginons que la répartition ici n'est pas proportionnelle. Imaginons qu'à la place d'avoir sur du Conflux 15%, comme c'est le cas actuellement, des personnes qui vont quitter le réseau Ethereum, qui vont aller pardon, je suis sur l'ergo, mais qu'il y en a par exemple, allez, 35%. Normalement, ça devrait tout nous modifier, ça devrait également nous modifier la dernière case. Hop, ici. Alors si on regarde la dernière case, ça voudrait dire qu'il y a 39,15% du réseau qui s'ajouterait, qui serait achetable sur NiceHash. Si je reviens à la valeur précédente, je ne sais pas si les deux données sont corrélées. Voilà. Si les deux... Ah bah non. Voilà. On était à 38,13. Si je décide de changer et de mettre ici, non pas 15%, mais je sais plus combien j'avais mis, 35%. Eh bien, sur cette ligne-là, on passe à 39,15. Donc on a gagné 1% de disponibilité sur NiceHash. Autrement dit, concrètement, même si il y a un mineur sur 3 qui décide de partir sur de l'ergo, eh bien concrètement, il n'arrivera pas. Bah, concrètement, la blockchain, eh ben, elle restera ni plus ni moins safe. Alors, effectivement, ça fait beaucoup de si. Et on peut se poser la question, est-ce que cette réflexion est pertinente? Pertinente, je pense qu'elle l'est. Est-ce que les données qui sont ici sont des données qui correspondent à la réalité post-merge? La réponse est très simple. Non, il y a trop de si. Le premier si, je le rappelle, c'est le fait que j'ai considéré ici que la répartition se ferait proportionnellement, comme c'est le cas actuellement pour les mineurs qui ne minent pas de l'Ethereum. Le deuxième si, c'est que les données qui sont ici sont les données de NiceHash, pareil pour celles du réseau. Et donc du coup, ces données sont modifiées continuellement, pareil pour le prix du Bitcoin. Et le dernier si, qui est quand même, je pense, le plus important, c'est quelle est la quantité réelle en pourcentage des mineurs qui partiront de la blockchain Ethereum et qui décideront d'aller sur ces différentes blockchains. Voilà. Qui décideront d'utiliser NiceHash pour miner après The Merge. Et là, 40%, je pense pas être si bête que ça. Donc, possiblement de la réalité plutôt. Donc voilà, à voir ce qu'il en est. Si vous avez envie de faire joujou avec ces données, peut-être que vous avez trouvé quelque chose dans mon explication de pas forcément pertinent. Il est tout à fait possible que je me sois trompé, soit dans une formule, mais j'ai vérifié un certain nombre de choses, soit dans mes sources, mais je les ai mises, vous pouvez aller voir par vous-même. Je répète, les données ne seront pas les mêmes de hier à aujourd'hui, à quand vous regarderez cette vidéo, mais on est à peu près dans la même idée. N'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Et puis derrière, je n'hésiterai pas à voir un petit peu ce qu'il en est, voir... bon, il est possible d'affiner, il est possible d'affiner un certain nombre de choses là-dedans. Mais en tout cas, je suis assez satisfait de me dire que les blockchains, telles qu'elles le sont actuellement, eh bien, les blockchains les plus importantes, qui sont celles-ci, sont des blockchains qui restent safe. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.